Salut tout le monde! Cette semaine, tu as sûrement entendu parler de persévérance scolaire, surtout si tu es dans une école ici au Québec. Et pourquoi? Parce que du 10 au 14 février 2025, on célèbre la 21e édition des Journées de la persévérance scolaire. Pour marquer ça, on a décidé de faire quelque chose d'un peu spécial. On a invité 4 jeunes qui sont issus de l'immigration et qui ont des parcours vraiment inspirants. Ils vont vous raconter comment ils ont navigué dans ce nouveau pays avec une nouvelle langue, une nouvelle culture, tout ça en essayant de se trouver une place. Alors, cette semaine, chaque jour, on te propose un nouvel épisode. Ce podcast, c'est pour toi, qui doute, qui stresse, qui te demande si ça vaut la peine, mais qui persévère. Merci d'être là avec nous et bienvenue au podcast « La réussite, c'est plus que possible ». Bonjour et bienvenue à l'épisode sur la résilience. On a déjà commencé à explorer les parcours migratoires de nos invités et leurs premières années d'intégration. Aujourd'hui, on va un peu plus loin en parlant des défis qu'ils ont rencontrés en tant qu'immigrants dans le milieu scolaire et surtout, comment ils les ont surmontés. Pour ouvrir la discussion, c'est Nito qui prend la parole en premier. Il va nous partager son expérience et les obstacles qu'il a dû affronter à l'école. Dans mon parcours scolaire, un défi que j'ai rencontré, c'est surtout par rapport aux langues, donc le français et l'anglais. Parce qu'il faut savoir que j'ai été dans 3 écoles secondaires différentes, 3 milieux différents. Euh, la troisième école, c'est une école qui était multiculturelle. Donc, c'était vraiment une école où est-ce que la majorité, la absolue majorité, c'était des immigrants. La deuxième école où est-ce que j'ai été, c'était une école francophone, mais où est-ce que tout le monde parlait anglais. La première école, c'était une école francophone, 100%. Et à la deuxième école, c'est là où est-ce que j'ai commencé à trouver plus de barrières parce que c'était une école, comme j'avais dit, anglophone et moi, j'avais pas été exposé à l'anglais quand j'étais jeune. L'anglais, pour moi, c'était comme le russe ou l'allemand. C'était des langues qui étaient une langue complètement à part. Et ça a été justement parce que j'ai déménagé dans un quartier anglophone de Montréal que l'anglais est venu comme une vague sur moi. Et je l'ai appris vraiment par nécessité. Je l'ai appris rapidement, pas grâce à mes cours d'anglais. J'ai appris l'anglais par moi-même, sans nécessairement me l'apprendre, sans savoir que je l'ai appris. Ça c'est venu comme une langue maternelle à mes 14 ans. Et le problème relié à ça, c'est que comme je ne parlais pas anglais quand je suis arrivé à cette école secondaire, il y a eu beaucoup de discrimination du fait que j'étais juste francophone. Ben, je parlais espagnol aussi, mais c'était surtout misé sur le fait que je parlais juste français. Donc, j'ai reçu beaucoup de rejets par rapport à ça. Les gens me parlaient en anglais pour m'insulter. Et comme je ne comprenais pas, je ne pouvais pas parler en retour. Donc, ça, c'est quelque chose que genre j'ai amélioré justement en développant mes langues. Et l'anglais, ben, c'est venu quand même assez facilement à moi. J'ai eu la chance que l'anglais vienne facilement à moi. C'est pas le cas pour tout le monde. Il enchaîne en nous parlant des défis qu'il a rencontrés en s'intégrant dans la dernière école secondaire qu'il a fréquentée. Donc, ce qui a vraiment genre été un défi pour moi dans ma vie, ça a été l'intégration. Et contrairement à ce que on pourrait penser par rapport aux histoires communes, ça n'a pas nécessairement été une intégration par rapport à la société québécoise en soi, dans le fait qu'il y a des Québécois qui étaient là pour, genre, qui n'étaient pas accueillants. À mon école secondaire, c'est une école qui est réputée pour être très, très diversifiée. Genre, la population blanche dans cette école, elle était très, très basse. Je crois qu'ils étaient comme 8 dans une école de 2400 élèves. C'est une école surpeuplée, puis très petite comparativement aux autres écoles. Donc, c'est une école, genre, très pauvre, avec peu de ressources, surtout par la quantité énorme d'élèves qu'il y avait. Et la grande majorité des personnes qui étaient là, c'était des nouveaux arrivants qui étaient arrivés, des élèves qui étaient arrivés 2, 3 ans avant, tu sais, ou une année avant, ils étaient encore en francisation. Et dans cette école, il y avait, si je me rappelle bien, il y avait entre 80 et 90 langues parlées. Donc c'était vraiment une école genre multiculturelle, internationale. Et je me rappelle qu'à cette école-là, ça a été très compliqué de s'intégrer entre nous parce que beaucoup d'entre nous, on est restés dans nos clans de nationalité. Par exemple, les Latino-Américains, moi je suis Latino-Américain. Les Latino-Américains restaient avec les Latino-Américains.
Les Antillais restaient entre eux, les Africains de l'Ouest, les Ivoiriens, les Béninois, ils restaient entre eux. Il y avait aussi des Européens de l'Est qui restaient entre eux, les Asiatiques, les Philippinos, ils restaient entre eux. Donc, c'était très compliqué d'avoir une cohésion sociale entre toutes les élèves parce que chaque ethnicité avait son propre clan. Et étant donné que je m'étais pas nécessairement grandi au sein d'une communauté latino-américaine, j'ai surtout été un peu dans l'ambivalence de... Genre, j'ai jamais été québécois, mais j'ai jamais non plus été latino. Pour moi, j'étais juste un être humain. Ben, il y a certaines personnes qui aiment pas trop ce terme, mais moi, genre, j'aime dire que je suis un citoyen du monde. Et bon, quand je suis arrivé à cette école secondaire, j'ai senti la pression que je devais faire partie du groupe latino-américain. Et les latino-américains eux-mêmes m'ont mis beaucoup de pression à que je sois latino-américain. Au-delà de simplement mon héritage culturel ou à mon sang, c'est une question d'identité que genre, je n'avais pas. Et je n'étais pas nécessairement très intéressé à l'avoir parce que comment eux ils agissaient par rapport à imposer leur culture. Tu sais, souvent on parle des Québécois qui imposent leur culture, mais ça se fait aussi entre immigrants. Entre nous, on s'impose même entre, comme je dis par exemple, c'était des Latino-Américains, ils imposaient leur propre culture à d'autres Latino-Américains, alors que moi, je me considérais pas à ce point-là latino-américain. Ou du moins, ma version de latino-américain était différente. Donc, j'ai pas vraiment été très bien intégré avec ma propre ethnie. Et ce qui a fait que je me suis regroupé avec des gens qui étaient, entre guillemets, plus ouverts d'esprit, puis c'était la communauté ivoirienne. Donc, j'ai passé beaucoup de mon secondaire avec des Ivoiriens et j'ai grandi avec eux. J'ai passé mes plus beaux souvenirs de secondaire avec des Ivoiriens. Le secondaire, je l'ai passé en mangeant du foufou sous graines. Je l'ai mangé en mangeant de la chiquée avec mes amis. Dans leur maison, je passais beaucoup de temps avec eux. Et c'était ça le plus proche que j'avais à une culture. Je ne m'identifiais pas avec la culture ivoirienne, mais c'était la culture avec laquelle j'ai trouvé une harmonie. On l'écoute maintenant sur la langue française, comment elle t'intègre dans son identité et le rôle qu'elle joue aujourd'hui dans son milieu scolaire actuel. En ce qui concerne la langue française, déjà il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, j'adapte mon français aux situations. Le français que je parle dans ma vie personnelle, c'est un français que la plupart des gens malheureusement estiment comme un français qui est très mal éduqué. Je crois que c'est la meilleure manière que je pourrais le décrire. C'est un français que communément on appelle le français racaille. Et c'est un français qui est extrêmement marqué par une grande influence de l'arabe maghrébin, même un peu de kabyle, de créole haïtien et même, on pourrait dire, certains mots en espagnol qui sont rajoutés dans tout ce mix de français. Donc le français en soi, le français pur, est quand même un peu absent, je dirais autour de 60% de cette langue qui est du français pur. Mais sinon, c'est aussi une question de tonalité, une manière de raconter nos histoires, un vocabulaire qui est extrêmement différent. Puis beaucoup de gens vont avoir tendance à le discriminer parce qu'ils ne le comprennent pas, mais c'est un vocabulaire, on a beaucoup de mots qui décrivent des idées très complexes qu'en français académique, on devrait prendre beaucoup de mots, beaucoup de longues phrases pour expliquer, tandis que nous, on peut abréger toutes ces idées dans des quelques mots. Puis c'est justement, moi je trouve qu'il y a quand même une richesse de ce côté-là au français racaille que la plupart des gens voient comme étant un français de la rue, un français de manque de l'éducation. Moi, justement, ma manière de battre ce stéréotype, c'est justement en expliquant, en racontant, puis en disant des trucs élaborés, en parlant mon français racaille. Et au cégep, en ce moment, où ce que j'étudie, on n'a pas vraiment l'habitude qu'il y ait des personnes qui parlent ce genre de français dans les niveaux académiques. Mais les Québécois qui sont là, qui sont présents dans mon cégep, justement, ils ont commencé à apprécier mieux justement cet accent grâce juste au fait qu'ils soient exposés à ça grâce à moi. Donc oui, d'une certaine manière, oui, j'essaye d'améliorer un peu mon français parce que je suis conscient que on a besoin d'avoir un certain ton, un certain ton de sérieuxité, je dirais, genre d'être sérieux. Mais je crois que c'est quand même intéressant pour que les gens apprennent de ce langage plutôt que juste de le stéréotyper. Ce que j'aime dans ce que Nito il dit, c'est qu'il a fini par dépasser ça. Au lieu de se perdre dans les jugements des autres,
Il a trouvé vraiment de la fierté dans la façon dont il s'exprime. Parce qu'au fond, peu importe si c'est en joual, en créole, en anglais ou en slang, ce qui compte, c'est vraiment les idées puis les émotions qu'on partage. Merci Nito pour ton intervention. J'aimerais rebondir sur une expression que tu as utilisée, celle du citoyen du monde. Ça m'a beaucoup interpellée parce que ça m'a rappelé un poème que j'ai écrit en secondaire 1, où j'ai signé ce poème par citoyenne de l'océan. Donc un peu comme toi, j'ai souvent eu cette difficulté à m'associer à une culture ou une autre. Étant née au Canada, mais étant d'origine algérienne, j'ai souvent essayé de m'intégrer dans mes deux identités, on va dire, euh, mais j'ai été rappelée souvent par la communauté algérienne ou par la communauté canadienne québécoise que soit je faisais partie de cette société-là ou pas. Je m'explique. Mon parcours scolaire, pour revenir à cette question-là, a été basique, mais a quand même eu des moments où je cherchais mon identité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au primaire, je suis allée à un primaire où il y avait une majorité de personnes d'origine québécoise qui sont québécois de souche, donc peu de diversité. On était maximum 5 peut-être par classe dans une classe de 18 personnes qui étaient issues de l'immigration. Donc pour la plupart du temps, j'ai beaucoup été confrontée face à la culture québécoise en général. Donc la cabane à sucre, les sorties à la cueillette de pommes, des activités comme ça où on était vraiment présenté à la culture québécoise comme telle et on ne réfléchissait pas tellement à notre propre culture et nos origines. Et pendant ces années-là, j'ai beaucoup eu un problème, on va dire, avec l'accent que j'employais quand je parlais français. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai toujours eu un français assez académique, comme celui que je parle maintenant, mais en grandissant, surtout entre la première année jusqu'à la troisième année, j'ai beaucoup eu un accent québécois. La raison pour laquelle j'optais beaucoup plus pour un accent québécois, c'est parce que mon école avait beaucoup plus d'élèves d'origine québécoise, donc québécois de souche, et je sentais comme une pression, comme une tendance de majorité de devoir adopter cet accent-là. Un peu plus vers la sixième année, vers le secondaire, j'ai commencé à adopter un accent français académique, comme celui que je parle encore une fois, qui me représentait beaucoup plus. Je ne sentais plus que je devais m'assimiler ou copier l'accent de d'autres personnes pour me sentir plus québécoise ou plus à ma place. Et c'est là où j'ai vraiment compris que, accent québécois ou pas, mon français était bien comme il était. Et arrivé au secondaire, ça a été encore plus révélateur pour moi parce que au secondaire, c'est là où on est vraiment mis dans une grande école, 600 élèves, 1200 élèves parfois, où on côtoie beaucoup de personnes qui sont issues de l'immigration comme nous. Ces moments-là nous permettent de pouvoir présenter notre culture, assumer notre identité ethnique. Et c'est ces moments-là qui m'ont fait réaliser que, encore une fois, accent québécois ou pas, la façon dont je parlais mon français n'avait pas d'importance. C'était vraiment juste la façon dont je parlais et c'était ma langue et j'avais le droit de la parler comme je voulais. Donc je dirais que c'était un peu ça l'enjeu que j'ai eu moi avec l'intégration à la société québécoise, on va dire. La façon dont j'ai fait face à ces défis, c'est aussi aujourd'hui en aidant de nouveaux immigrants en fait à maîtriser le français. Donc comment ça m'aide moi? Ça m'aide parce que je vois ces personnes-là comme étant mes parents quand ils sont venus en 2001. Je les vois comme étant des parents potentiels de personnes qui, comme moi, vont apprendre le français, mais qui auront toujours cette image que leurs parents peut-être ne parlent pas assez bien le français aux yeux de la communauté majoritaire. Et en voyant leurs efforts, en voyant l'effort qu'ils fournissent à apprendre le français correctement et à vraiment le parler, ça fait chaud au cœur parce qu'on voit que la langue nous rassemble en tant que personnes habitant au Québec, qu'on soit issu d'immigration ou pas. Donc je pense que c'est vraiment un enjeu particulier, intime, assez intéressant, qui est beaucoup plus devenu une force motrice avec le temps, qui me permet aussi de redonner à ma communauté. Donc, Aya, elle a vraiment traversé un combat intérieur pour s'autoriser à parler le français à la façon qui reflète son identité. Franchement, c'est vraiment nice de l'avoir aujourd'hui, qui valorise les efforts des adultes, qui se lancent dans l'apprentissage d'une nouvelle langue. Parfois, ça peut être difficile pour un jeune de reconnaître la beauté de ces efforts-là chez ses parents, quand le français qu'il parle qui est différent de ce qu'il entend dans la rue. On nous montre rarement que ça peut être une vraie richesse. Puis elle nous rappelle que c'est justement dans ces différences puis dans ces efforts-là qu'il y a beaucoup à apprendre.
Avant de poursuivre, on a demandé aussi à Aya de parler de l'impact de son parcours scolaire sur son identité. Donc, il faut savoir que moi, au primaire, j'ai beaucoup été victime d'intimidation de la part des autres élèves. Ce n'était pas vraiment relié à mon identité ethnique, c'était beaucoup plus relié à mon nom de famille, qui sonnait un peu rigolo, on va dire. Et ça amusait beaucoup les petits garçons, les petites filles qui voulaient me taquiner. Donc c'était beaucoup plus centré là-dessus, mais l'intimidation que j'ai vécue au primaire m'a vraiment marquée. Pourquoi ça m'a marquée? Parce que j'ai eu beaucoup d'interventions, un peu comme Nito disait tout à l'heure, avec des intervenants, avec des personnes qui vraiment veillaient à ce que j'aille mieux et que j'ai de meilleures relations avec mes amis. J'y pense souvent en fait, j'y pense souvent parce que j'avais jamais réalisé que j'avais un problème à ce moment-là et que je pensais que l'intimidation était juste un jeu d'enfant et que c'était un peu plus pour agacer la petite fille, la petite nouvelle peut-être. Arrivé au secondaire où là je n'avais pas d'intimidation comme obstacle mais beaucoup plus d'autres obstacles beaucoup plus visibles. Donc ce que je veux dire par là c'est que je porte le voile, je suis de confession musulmane, donc le voile a été quelque chose qui a affecté mon parcours scolaire. Pourquoi? Parce que c'est pas commun, c'est pas quelque chose qui est porté par beaucoup de filles à un jeune âge. Et sachant que j'étais là seule avec une autre copine dans une cohorte de 120 élèves qui le portaient, ça marque. Pourquoi ça marque? Parce que automatiquement, on va recevoir des commentaires des profs qui vont bizarrement nous confondre avec l'autre fille voilée de la cohorte. C'était des expériences qui peuvent paraître banales, mais qui restent imprégnées dans la mémoire. On va faire la blague de dire « Ah, je t'ai pas reconnue, je pensais que c'était telle autre personne ». On va faire beaucoup de remarques autour aussi de l'usage d'écouteurs pendant les examens. Ça m'a beaucoup affectée pendant mon parcours scolaire parce que bizarrement, apparemment, si j'ai un voile par-dessus la tête, eh ben, il faut être extra careful, comme on dit, pendant les examens. Il faut apparemment vérifier si j'ai des écouteurs sous mon tissu. Alors que, voilà, pas du tout. Et c'est des moments qui m'ont marquée parce que ça me différencie des autres élèves. Ça me donne des obstacles qui n'étaient pas nécessaires, qui n'auraient pas dû être amenés à la surface. Mais voilà, ça m'a affectée. Ce que ça fait de moi aujourd'hui, ça fait de moi quelqu'un qui est consciente des enjeux qui tournent autour de la discrimination, que ce soit dans le parcours scolaire ou à l'extérieur. Parce que les instances discriminatoires nous construisent en tant que personne. Elles laissent des marques, et elles laissent des marques que ce soit dans notre façon d'étudier, dans notre façon de approcher la réussite scolaire aussi. Ça nous force à faire beaucoup plus, ça nous force à déployer beaucoup plus d'efforts parce que on veut prouver à l'autre, on veut prouver à l'enseignant qu'on n'est pas cette image qu'il perçoit de nous et qu'on est capable de plus et qu'on est capable de faire ce que d'autres ne font pas peut-être. Et voilà. Après Nito et Aya, c'est Diana qui nous partage une autre facette de l'intégration et des défis qu'elle a eus en lien avec l'apprentissage d'une nouvelle langue. Un des enjeux que j'ai fait face, c'est la compréhension des problèmes en mathématiques, en histoire, vu que ce n'était pas ma langue maternelle. J'avais beaucoup de difficultés à comprendre les textes qui n'étaient pas dans le cadre du cours de français. Puis je crois que ça m'a un peu ralenti dans comme mon apprentissage. Et aussi le fait que mes parents pouvaient pas nécessairement m'aider dans ces problèmes vu que eux aussi ne parlaient pas très bien la langue. Donc j'étais la première de ma famille à vraiment maîtriser le français. Et ça faisait que j'avais pas de l'aide. J'avais de l'aide jusqu'au niveau où ils pouvaient m'aider. Donc je crois que c'est un enjeu que beaucoup de jeunes immigrants font face. C'est le fait qu'ils reçoivent pas beaucoup d'aide des parents. De là va comme l'aide aux devoirs, les profs qui sont là pour aider. Mais dans mon cas, j'ai pas vraiment eu autant d'aide. Donc, j'avais juste des notes très moyennes à l'école. Un autre problème que j'ai eu, c'est l'apprentissage de l'anglais. Donc, ici, au Québec, on n'apprend pas juste le français. On doit aussi apprendre l'anglais. Et c'est une autre langue qui s'ajoute. Surtout dans mon école
primaire, secondaire qui étaient francophones et anglophones, le niveau d'anglais était censé être quand même haut rapidement. Et j'avais de la difficulté à apprendre. J'avais comme un blocage à apprendre l'anglais parce que j'avais déjà de la difficulté à... Ben, j'avais pas de la difficulté, mais j'avais déjà comme... Je devais déjà apprendre le français, être bonne, le perfectionner. Et là, on m'ajoutait une autre langue à apprendre de zéro. Et j'avais les autres étudiants qui parlaient déjà cette langue très bien. Donc, pour moi, c'était une difficulté que j'avais. Mais je suis allée à un camp de jour en anglais qui m'a vraiment aidée à l'apprentissage de cette langue-là aussi. C'est la réalité de beaucoup de familles allophones, le fait que les enfants maîtrisent plus rapidement le français que les parents. Diana soulève maintenant un autre enjeu qui va peut-être vous parler. Beaucoup de personnes immigrantes font le sacrifice de venir et de laisser leur carrière, de recommencer leur carrière. Donc, ils font un peu un sacrifice de genre venir puis reconstruire de zéro pour que leurs enfants aient plus de chances de réussir. Donc, beaucoup de ces parents veulent que leurs enfants soient ingénieurs, soit médecins, soit avocats, comme soit quelque chose de académiquement reconnu, soit fasse le doctorat et tout. Et ben, mes parents faisaient partie aussi de ces parents qui voulaient que je sois ingénieur. C'était un défi pour moi parce que j'ai été dans une école artistique et je voulais aller dans les arts, mais je me suis forcée à aller dans les sciences. En allant dans les sciences, ça a fait que je tombe en dépression, comme j'aimais vraiment pas ça. Comment j'ai fait face, j'ai juste changé de programme, je me suis lancée, j'ai eu les chicanes avec ma mère, comme ça, j'ai juste foncé, il n'y a pas vraiment de solution, il n'y a pas vraiment de façon, de bonne technique à utiliser pour ce genre de situation. Il faut juste se lancer, vivre avec les conséquences et avoir les conversations. Ben, c'est ça que j'ai fait. Puis ça m'a beaucoup formée en tant que personne. Les attentes de nos proches sont souvent des sources de stress importants pendant cette période de la vie où on se découvre. En même temps, c'est tellement vrai pour la plupart des familles immigrantes que la réussite scolaire ou éducative, c'est une véritable préoccupation. On termine avec Béni, qui elle aussi a ressenti cette pression. Elle a également une expérience où elle s'est sentie différente ou à l'écart. Je dirais, premièrement, c'était au niveau de la performance, parce que je viens d'un milieu où justement la performance académique est très importante, dans le sens que, je vous donne un exemple, comme à une dictée, si j'avais genre un 16 sur 20, on m'aurait dit, ben pourquoi t'as pas eu 18 sur 20, sur 20, pourquoi t'as pas eu 20 sur 20? Fait que j'ai grandi avec, on dirait avec cette notion-là de performance qui faisait en sorte que comme tout ce que je devais faire devait être parfait, donc il fallait que j'excelle dans tout ce que je faisais. Je dirais que comme cette pensée-là m'a portée au primaire et au secondaire où j'arrivais quand même à maintenir le standard que je m'étais imposé. Mais je dirais que c'est vraiment à partir de comme cégep, je dirais plus à l'université quand même où quand j'ai eu à faire face à mes premiers échecs scolaires, je l'ai vraiment très, 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 très mal vécu. Et c'est vraiment à ce moment-là que je réalisais que comme la notion de réussite à l'école atteignait aussi, veux pas, mon identité, de sorte à ce que la vision que j'avais de moi-même dépendait beaucoup de ma performance à l'école à certains moments T. Je dirais que face à cette réalisation-là, j'ai appris à travailler sur moi, à travailler sur la perception que j'avais de moi, à qu'est-ce que je pensais de moi, de sorte à me dissocier de mes performances académiques, des résultats que je pouvais avoir à l'école et de me dire que c'est pas parce que, par exemple, à tel cours, j'ai pas eu telle note que ça fait forcément de moi une personne moins intelligente ou moins valuable ou moins compétente, je dirais. Donc, c'est un travail que j'ai appris à faire et qui, jusqu'à aujourd'hui, tu sais, qui m'aide beaucoup dans
vraiment mon rapport à l'échec, donc de vraiment me distancier ma personne de l'échec que je peux vivre à un certain moment. Et le deuxième défi, je dirais, c'est plus au niveau relationnel. Étant été une enfant qui était très, très timide, j'ai passé le plus long de mon parcours scolaire presque isolée. J'avais des amis, mais c'était comme un ou deux, puis c'est toujours les mêmes personnes. Puis s'ils n'étaient pas là, j'étais vraiment misérable à l'école. Donc je dirais que c'était vraiment ça, c'est comme apprendre à connecter avec les autres ou approcher les autres. J'arrivais pas vraiment à le faire. C'est pour ça que je me suis beaucoup rabattue sur les études. Donc j'étudiais beaucoup quand il y avait personne, je me rabattais beaucoup sur mes cours et tout, etc. pour pas justement avoir à faire face aux autres et justement prendre ce risque-là, on va dire, d'approcher quelqu'un. Et encore une fois, c'est quelque chose sur lequel j'ai dû travailler. Tu sais, je dis pas que maintenant, je suis capable de rentrer dans une crowd puis de parler à tout le monde, mais c'est déjà quelque chose que j'ai pu améliorer avec le temps, de sorte à ce que je puisse ressortir plus de ma coquille, puis plus parler, plus être là, mais aussi en même temps apprendre à gérer des fois les moments de solitude, de pas mal le vivre, mais d'accepter la solitude tout en se disant que justement je suis dans un monde où faut que j'apprenne à interagir avec les autres, faut que j'apprenne à aller également vers les autres. Donc ouais, je dirais que c'est beaucoup plus du travail sur soi que j'ai dû faire à chaque étape de mon parcours scolaire. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que chaque défi qu'ils ont rencontré, chaque moment où ils ont douté, les a rendus plus forts, plus vrais. Que ce soit l'influence du parcours de leurs parents, les galères avec le français, les jugements des autres ou les choix qu'ils ont faits, ils ont pris tout ça pour se construire une identité unique. Demain, on plonge dans un sujet qui touche tout le monde, l'entourage. Qui sont ces personnes qui nous aident ou parfois nous freinent dans notre parcours scolaire?